on pourrait parler du PS un petit peu. Ça va nous faire du bien, non? Moi, je propose de nous lâcher un peu. C'est le sujet préféré du CEF. Oui, tout à fait. Je fais une thèse là-dessus. Le PS, c'est la fin du monde. D'ailleurs, toi, Mélenchon, il était au PS avant, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, et toi, oui. est-ce que tu étais passé par le PS, toi, Moi, ta jeunesse? passé par le PS. Non, mais il y a beaucoup de gens bien qui étaient au PS dans les années 80. Sur le PS, pas par le PS. J'ai roulé sur le PS. Non. Et politiquement, ça va, tu sauras, Sarah? Ah. Tu sauras. Mais Mélenchon Oui, était au Simon. PS en tant que, il me semble, hein, quand il était dans le courant gambertiste, parmi d'autres camarades de ce courant-là qui ont effectivement intégré le PS dans ce qu'on appelle l'entrisme. Dans une stratégie d'entrisme, effectivement. Voilà. Il y en a d'autres qui ont mal fini, hein, c'est clair. Non, Julien Drey n'était pas l'embertiste. Il était pas l'embertiste. Non, il était à l'LCR. Il était à l'LCR. Ah bon? Ah non, certains. Ok, non, Certains, il était à l'LCR. Il y avait Cambadélis. À Camba, il était Camba, il était l'embertiste. Ouais. Camba, comme ils disent. Mais bon, ça, on s'en fout. Jospin, le plus connu. Eh ben Jospin, et d'ailleurs notre ami. Oui. Parce que j'aimerais bien. Est-ce que vous avez vu le. De quoi? C'est un Qui est petit peu parti drôle, hein, mais bon, on peut plaisanter un peu. Est-ce que vous avez vu le tweet de Ségolène Royal? Ah oui. Mais je voulais qu'on le voit parce qu'il est vrai. Tu Non. l'as pas vu? Non. Il est à mourir de rire. Quand il revient, Olivier, pour envoyer. D'accord. Donc pour les gens là qui nous écoutent. Ah, il y en a un petit dessin. Oh, le PS. Alors, bah oh oui, mon Dieu, le Hollande. PS nous trahit. Et oui, car depuis le début, je suis en réalité. Oui, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que bon, je trouve que c'est pas mal ce dessin parce qu'on se dit voilà, here we go again quoi. Le PS fait du PS, il trahit. Bon, Alors déjà peut-être le contexte de pourquoi il trahit. vas-y, hésite. Ouais, en fait, je voulais que tu le fasses. Mais... Ah, bon, c'est tout En fait, simplement ouais, parce que voilà. le PS n'a pas voté la censure du gouvernement, alors qu'il appartient au NFP et qu'il y a, je crois, 8 députés seulement du PS, c'est ça, hein, Simon, Ouais, il y en a 8. qui ont voté pour la censure Et que du gouvernement. toutes les autres composantes du NFP ont voté la censure. Voilà, ce qui était dans le contrat. Ce qui était dans le contrat, non mais ça veut dire quand même que là c'est un désaccord, c'est pas un désaccord secondaire, donc c'est un désaccord absolument central de comment on se positionne par rapport au gouvernement, qui équivaut à une rupture du contrat, entre guillemets, de ce que pouvait être le NFP, oui. En plus, c'est pas comme s'ils avaient une justification. Bayrou, c'est vraiment la suite de Barnier. Il reprend exactement là où il s'était arrêté, le même programme, etc. Ah Donc, il n'y a aucune négociation. On a vu en plus Macron les a baladés avant les vacances de Noël avec comment on appelle ça, des rendez-vous où ils sont tous passés, ils y sont allés, ils n'ont rien gagné du tout. Et donc là, ils reviennent et ils veulent quand même pas voter la censure après. Alors pourquoi, à mon avis, pourquoi ils veulent pas voter la censure? Parce que ce qui était faisable en 2024, 2025 ne l'est plus forcément aujourd'hui. Pourquoi? Parce que 2026, il va y avoir les municipales. Oui. C'est la prochaine grosse échéance électorale. Le PS, on le sait, eux, ils peuvent quand même s'appuyer. Ils ont des réseaux d'élus, de locaux, etc. C'est un parti qui peut tirer son épingle du jeu dans ce genre de scrutin et qui est la dernière marche avant les prochaines présidentielles. Et effectivement, je pense que le PS, dans sa stratégie, sa stratégie, elle est pensée en fonction de ces échéances-là. Le PS n'a pas pour but de passer à une 6e République, par exemple, de rompre avec les institutions. Donc finalement, c'est assez logique. Moi, je trouve que aujourd'hui, ils rompent avec un NFP sur lequel ils ont pu s'appuyer pour revenir dans le game, parce qu'il faut quand même se rappeler que le PS en 2022, c'est moins de 2%. C'est-à-dire que c'est un parti que tout le monde considérait comme mort. Moi, je trouve que Olivier Faure est extrêmement balèze, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a su tirer parti, il a su laisser à un moment donné un peu de place à Mélenchon qui a su hégémoniser la gauche. Il a su faire le pas de côté pendant les élections européennes, laisser Glucksmann aller prendre les 14% pour pouvoir dire après, bon bah voilà, finalement le PS est de retour, on négocie plus de circonscriptions. Et tout en se détachant, voilà, petit à petit du nouveau Front Populaire, de la figure de Mélenchon, pour aujourd'hui trahir. À mon avis, c'est 2026, élection municipale, ils vont essayer de gagner le plus possible pour pouvoir prétendre à être la candidature de gauche en 2027. Après, il y a aussi un truc, c'est que le PS, Olivier Faure, il est minoritaire aussi dans son gouvernement. Enfin, je veux bien lui laisser... Dans son parti, pardon. Pas encore le gouvernement. Dans son parti, et on a vu qu'il avait dû batailler longuement pour rien que faire accepter le fait d'être dans l'NFP, alors qu'il y avait une grande partie... Parce que le PS, ça reste ce parti d'éléphants, d'élus, qui sont prêts à pactiser avec Macron, qui l'ont déjà fait d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est que de base, c'était pas un allié fiable, rien que parce qu'il était divisé en interne.
C'est clair. Et justement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, finalement, il y a une faute de la part de la France Insoumise d'avoir fait ressusciter ce parti qui finalement, nous met encore. Non, après, je juste finis sur ce que tu dis. Tu disais que la prochaine élection, ça va être les municipales. On n'est pas à l'abri d'une autre dissolution. C'est vrai, non, t'as raison. Est-ce que c'est aussi une bonne idée de leur part de se trahir, de se cramer déjà à ce prix-là? Je sais pas, on verra ce que ça va donner à l'été. Regarde le tweet de Ségolène Royal, regarde Youssef, c'est trop drôle. Regarde ce qu'elle dit. Ça, c'est. Mélenchon. François Hollande est une machine à tromper. Et elle a dit, ça, c'est pas faux, c'est la bonne blague du jour. Voilà. Donc, ça va un peu de culture politique pour comprendre la blague. Youssef? Bah oui. Non mais je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas compris. Qui sont trop jeunes. Mais ils étaient ensemble, quoi. Oui, Ségolène Royal, ils étaient mariés avec François Hollande. Je crois qu'ils ont même 2 ou 3 enfants ensemble. Et puis il y a eu un scandale à un moment donné parce qu'il avait une maîtresse qui était une actrice d'ailleurs, je crois, qu'il allait voir en scooter. Enfin, ça avait fait des histoires. C'était avec Valérie Trierweiler déjà. Oui, il a d'abord trop. Voilà. Ouais, il avait des meufs, quoi. Bref, faut savoir une chose, c'est que lorsque Hollande sort de l'ENA avec Ségolène Royal, il y a une vidéo succulente où ce ne sont pas des acteurs, c'est réellement Hollande, et ils se demandent vers quel parti ils vont aller. Mais c'est véridique. À l'époque, c'est véridique. Ils ne savent pas encore s'ils vont aller vers la droite ou la gauche. Ah oui. Absolument. Oui, Hollande, quand il sort de l'ENA, il ne sait pas encore. Pour lui, l'ENA, c'est juste un apprentissage de la politique. Et alors après, une fois que c'est un peu comme tu cherches du boulot, finalement. Dans le biparti, c'était bon. Absolument. Au bout d'un moment, j'arriverai au gouvernement. Absolument. Et ils savent pas encore, les deux d'ailleurs, ils savent pas encore vers la droite ou s'ils vont aller vers la droite ou vers la gauche. Alors ça en dit long parce qu'ils vont vers le PS. Alors le PS, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Tout le monde le sait. Vous interrogez les Inuits, vous interrogez les aborigènes d'Australie, vous interrogez même les Wayana au fond de la Guyane, ils vous diront le PS, c'est ce qu'il y a de pire au monde. D'accord ? Nous l'avons appris de nos ancêtres déjà, il y a 30 000 ans. On nous l'a toujours dit. C'est inscrit sur les arbres même d'Amazonie. Le PS, c'est ce qu'il y a de pire au monde. La sagesse ancestrale. Et je peux vous assurer que vraiment, je pense que pour être au PS, c'est une urgence particulière. C'est une urgence particulière, je ne sais pas d'où ils viennent, de Mars ou je ne sais pas d'où, mais parce que le PS, assez tard, d'ailleurs on ne peut même pas dire que le PS trahit. On ne peut pas dire même que le PS trahit. Mais absolument, je jure, c'est dans. Mais non, il fait son destin, quoi. Mais bien sûr, c'est génétique, c'est quasi génétique. Et le PS, c'est un ADN qui est particulier. La social-démocratie est l'agent historique des guerres impérialistes et des guerres coloniales. Et ils l'ont toujours été. Il n'y a qu'une seule personne du PS que je sauverais, c'est Jean Jaurès. Excusez du peu, mais parce que c'était avant la trahison. C'est ça, avant la deuxième démocratie. Tu as tout à fait raison. Ils trahissent sur la Première Guerre mondiale. Mais exactement, sur la Première Guerre mondiale, ils trahissent déjà. Donc on peut même pas dire trahissent. Imaginez, il y a un mouvement anti-guerre qui est colossal. On est en 14. Un mouvement anti-guerre qui dit jamais la guerre, si jamais ils font la guerre, nous organiserons la grève générale, etc. Il n'y a plus aucune usine qui produira des armes, il n'y a aucun train qui circulera pour emmener les soldats à la guerre et tout. Jean Jaurès, super, il est adulé par les foules, on le voit, il y a des photos, il est à la place de la République, etc. Il harangue la foule. Il se fait assassiner, qui a fait le Croissant, rue du Faubourg, vous pouvez aller voir, il y a la place où il a été assassiné là, par certain Raoul Villain, et c'est son nom, et d'ailleurs qui sera acquitté après-guerre, et c'est la femme de Jaurès qui devra payer des dommages et intérêts. Absolument, l'histoire est absolument incroyable. La femme de Jaurès qui porte plainte contre Raoul Villain qui a assassiné son mari, eh bien après-guerre, on considère que Raoul Villain était en fait un patriote parce qu'il a assassiné Jaurès, qui était du côté des Allemands, évidemment, pour les Français, il était forcément du côté des Allemands, il demandait la paix. Et c'est la femme de Jaurès qui sera condamnée aux dépens. Ça s'invente pas. C'est terrible, déjà commencer cela. Eh bien, le pauvre Jaurès, une fois qu'il est assassiné, tous ces socialistes crient tous à Berlin, vive la guerre. Mais c'est absolument incroyable. Et ensuite, bon, il y a le refus des 21 conditions pour adhérer à l'international, etc. Il avait déjà tout prévu. Oui. Non, mais c'est ça. Et le PS n'a jamais cessé. Alors, d'une certaine façon, disons-le, le PC aussi a été entraîné là-dedans. Parce qu'au niveau des guerres coloniales, le PC n'a pas été non plus extrêmement reluisant. C'est le social chauvin de base. Mais après-guerre surtout. Donc, mais le PS, c'est ça. Alors, je ne comprends même pas comment on peut être épris de justice
non mais c'est vrai, et adhérer au PS, parce qu'il y a un moment ou un autre... Mais il y a très peu de gens qui adhèrent au PS. Bah maintenant, oui, mais pendant les années 80... oui, non, mais actuellement, c'est un parti qui était mort. Il a été ressuscité par... Mais ils ont beaucoup d'élus. Et c'est pour ça qu'effectivement, pourquoi ils ont des élus France Insoumise... Parce que la France Insoumise a dû se retirer. Non, ils ont quand même un réseau historique. Non, ils avaient un réseau historique qui date des années 80. Et puis... Là, ce qui s'est passé il y a un peu moins d'un an maintenant... C'est les élus municipaux, dans les conseils régionaux... Ah d'accord, oui, d'accord. C'est le parti qui a le plus d'élus en France. C'est le premier parti au niveau du nombre d'élus, le PS. C'est un parti foncier. Quand tu dis les élus, c'est les maires. Pas forcément des députés, les maires, etc. Ouais. Et du coup, la FI pouvait difficilement faire sans. Le problème était là. Je pense. Beaucoup d'élus et peu d'appelés. C'est pas mal. Beaucoup d'élus, peu d'appelés. Oui, mais tu posais la bonne question en fait, parce que toute la question qui nous agite un peu par rapport à cette histoire, c'est mais est-ce que finalement la France Insoumise a bien fait d'impulser le nouveau Front populaire? Est-ce que c'était une erreur, pas une erreur? Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que c'était pas une erreur, parce que ça a permis d'éviter une situation bien pire, que je pense que c'était pas fait de manière un peu naïve de oh bah mince, le PS finalement nous a trahis. Je pense que on savait quelle était la ligne du PS, on savait quelle était la ligne de Faure, etc. Quand on fait un front de Poutou à Hollande, on se doute bien que ça va pas tenir quand même bien longtemps. Le Front populaire de base n'avait pas tenu. Mais on le savait, personne n'était dupe. Mais je pense que dans la période, quelle autre stratégie aurait permis de limiter et même d'éviter peut-être un gouvernement Bardella au lendemain des élections, et d'essayer de consolider cette digue, parce qu'en fait je pense que malheureusement on en est à essayer de s'accrocher à une digue face à un rouleau compresseur à deux roues, avec sa roue néolibérale et le bloc central et sa roue d'extrême droite. Et si la digue saute, vu qu'on n'a pas encore d'organisation de l'autonomie, d'organisation du mouvement ouvrier capable de construire un contre-pouvoir, on n'a pas ça aujourd'hui en France. Je pense que la digue, elle joue quand même, elle a quand même son importance et sa pertinence. Donc moi je pense que c'était la bonne stratégie, qu'on n'est pas surpris aujourd'hui que le PS trahisse, évidemment. Maintenant toute la question c'est de savoir, et maintenant on fait quoi? Voilà, après, je n'ai pas la réponse à cette question. Mélenchon, je pense qu'il n'a jamais oublié que l'expérience de Mitterrand et le programme commun. Et je pense que quand il fait l'alliance avec le PS, il a ça en tête, c'est que le premier qui sortira du train de l'alliance sera celui qui devra porter la faute de la trahison. Et donc là, c'est le PS qui choisit d'endosser ça, et donc c'est le PS qui va détruire l'alliance. Et je pense que c'est un gain potentiel énorme pour la France Insoumise. Je pense qu'il a aussi cette comme Mitterrand a détruit le Parti communiste français. Par contre, j'ai du mal à comprendre la stratégie du PS. Parce qu'il s'imagine quoi? Il avait une stratégie. Non, mais justement, c'est ça. Non, mais a-t-il une stratégie? A-t-il une stratégie? Bon, le PS... comment effectivement suit une sorte d'instinct, c'est de l'instinct. Je sais pas si c'est de l'instinct. Je pense que c'est un peu comme le PCF. J'ai du mal à comprendre. C'est un parti. C'est un parti foncier maintenant qui essaye de garder le plus possible. Ses électeurs, ses élus, etc. Et qui jouent uniquement là-dessus. Et aussi en se démarquant à tout prix de la France Insoumise. Parce que là, ça fait 2 jours que Mélenchon, par exemple, Hollande, il n'arrête pas de taper sur Mélenchon. Et ça, c'est une stratégie aussi. Oui, bien sûr. De cornérisation, et qui, d'une certaine manière, marche un peu quand même. Alors, ça marche, mais ça va les rapprocher de plus en plus de la droite. Je veux dire, c'est aussi... c'est un jeu qui perd gagne. Je veux dire, qu'est-ce que le PS va faire là? Il va de toute évidence, il va apparaître comme étant conciliant avec la droite, et puis une droite qui est une droite dure. Hein. On n'est plus dans les droites relativement, je vais pas dire modérées, parce que c'est difficile de dire cela, mais on est dans une droite qui est de plus en plus à l'extrême. On parle d'extrême droite. Regardez simplement le traitement des relations avec l'Algérie. On se croit vraiment être revenu à l'époque, à la pire période coloniale. Je veux dire, les propos de Retailleau, mais ce sont des propos abominables, hein. Moi, je pense ce sont des propos de guerre. Ce sont des propos de guerre. Je pense que la stratégie du PS, elle est peut-être, et encore une fois, moi, j'ai aucune expertise sur cette question, mais je pense qu'elle n'est pas forcément dénuée de pertinence, dans la mesure où peut-être que ce à quoi ils aspirent, c'est d'être l'option qui va être privilégiée à un moment donné par
les classes dominantes en France, par la bourgeoisie, pour tenir les institutions, ou en tout cas tenir tenir en respect la FI. Dans une situation, tu le rappelais tout à l'heure Sabrina, effectivement c'est une polarisation politique et sociale qu'on observe en France, avec l'extrême droite d'un côté et une gauche plus radicale de l'autre. On voit que Macron, que cette option du bloc central, ni droite LR, ni PS, bon, on voit que ça a marché un temps, mais que ça s'effrite. Il y a trop de difficultés à produire du consensus, à être perçu comme étant légitime. Et puis la politique qui a été menée de toute manière rend impossible, en fait, aux yeux de la majorité des gens, le fait d'arracher du consentement. Peut-être que le PS, ce qu'il se dit, c'est que dans cette configuration-là, c'est peut-être eux qui détiennent la clé d'une nouvelle agencement, d'une nouvelle alliance, d'un nouveau bricolage, en fait, parce que c'est du bricolage politique, de la part des classes dominantes pour éviter soit l'option Rassemblement National, qui ne fait pas encore tout à fait l'unanimité chez tout le monde, même si malheureusement ça gagne du terrain, et l'option FI qui de toute manière est inenvisageable pour n'importe quel... Mais le PS ne peut espérer tenir une ligne que s'il a le soutien des Verts. Mais ça, à mon avis, ça, il peut l'avoir. Et éventuellement du PC. Oui, mais alors ça voudrait dire entraîner le PS entraîner les Verts et le PC, parce qu'ils comptent aussi là-dessus. C'est indécrottable Roussel, cette haine indécrottable de Roussel par rapport à la FI et à Mélenchon. Et je vois pas comment s'il espère entraîner les Verts et le PC dans son glissement vers la droite. Les Verts, je trouve que c'est pas si improbable que ça. Non, les Verts, alors plus les Verts ou plus le PC? Parce que moi, je pense que les Verts, chacun dans son style, mais les Verts, ils sont quand même dans un parti où déjà ils ont une question de jeunesse qui les pousse à la radicalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile d'être écolo, un écolo mou, quoi. Je veux dire, ils sont poussés par les soulèvements de la Terre, ils sont poussés par un monde qui va de plus en plus vers un réchauffement climatique accéléré, etc. Donc, je sais pas, les Verts, ils ont quand même une base à pas laisser tomber, quoi. Je sais pas. Il y a une fille de Barbarie qui pose une question, je trouvais que c'était... Bon, c'est un peu une blague, mais en même temps, je trouve que c'est une question, sur le fond, ça veut dire quelque chose. Il dit, second tour, vous votez qui? Glucksmann ou Villepin? Oh putain. Et je trouve que c'est... Oui, parce que Villepin... Tu préfères la CIA ou le Qatar? S'en fout, second tour des présidentielles, second tour... En fait, c'est juste, tu vois, Villepin, c'est un homme de droite. De Villepin, sans aucun problème. Voilà. Non, mais tu vois, c'est intéressant, parce qu'en fait, t'es pas le seul. T'es pas le seul. Et ça montre qu'il y a une polarisation, mais il y a aussi une espèce de flou qui s'est créé. Après, c'est politique fiction, là. Oui, mais c'est... Non, mais pour dire que la gauche, Glucksmann, ça représente vraiment la gauche PS, quoi. Glucksmann, c'est la gauche PS. C'est la gauche atlantiste, quand même. C'est la gauche très atlantiste. C'est quand même autre chose, je trouve. Mais après, le PS, c'est plus à droite que le PS, même. Ouais, place publique, exactement. Ça paraît presque fou de dire qu'on c'est ça, en fait, c'est ça. Le choix de Villepin. Le choix de Villepin Glucksmann, c'est DGSI ou CIA. Est-ce que vous proposez le terroir ou. Voilà. Je sais pas. Oui. Mais je pense qu'on peut dire des choses comme ça, DGSI ou la gauche CIA ou la droite. Pour le coup, j'avoue que c'est bon, évidemment c'est difficile, mais évidemment Villepin, on est tout à fait d'accord, c'est un gros libéral, mais non, mais Villepin, ça reste quand même des tâches sombres de l'histoire de France aussi. Oui, bien sûr. C'est Ziad Bouna, faut le rappeler, de Villepin. Le Cameroun aussi. Non, parce que tu dis tout à l'heure, quand je te dis, tu me dis ah bah bien sûr je vote Villepin. Non, mais c'est une boutade. Par rapport à la Palestine, j'espère ne jamais me retrouver dans cette situation. Par rapport à la Palestine, c'est vrai qu'il avait une parole. Plutôt juste en fait. Oui, il avait une sorte de gaullisme qui dans le contexte ressortait comme particulièrement honorable, alors qu'en soi, dire qu'on est contre un génocide, il n'y a rien de... Non, bien sûr, non, mais c'est pas ça du tout, c'est que le problème de Glucksmann et du PS, c'est que ils sont d'une parfaite insensibilité par rapport à certaines questions. Je veux dire, par rapport pas uniquement à la Palestine, mais l'islamophobie, etc. Je veux dire, bon, alors, je vais pas faire de la publicité pour de Villepin, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un prisme idéologique qui est vraiment très très puissant. Alors que de Villepin, par simple opportunisme, j'imagine que de Villepin, à un moment ou à un autre, peut être contre l'islamophobie, par opportunisme, par souci de rassembler. Tandis que le PS, on a vraiment une charge idéologique, un fondement idéologique islamophobe qui est très puissant, quand même. Et d'ailleurs, pas uniquement au niveau du PS. Je veux dire, on a eu une certaine extrême gauche qui était quand même à l'origine
de la loi de 2004. Hein. Ouais. Donc, mais oui, rappelle-le, c'était l'islamophobie est un sport vraiment national. Lutte ouvrière, LO qui avait bataillé pour et le LPA, les deux. Parti qui s'est déchiré sur la présentation d'une candidate qui portait le voile. Mais dans le sud de la France. Moussaoui, mais même en 2004, on oublie que le fameux conseil de classe où les deux filles de Laurent Lévy vont être exclues. Ce sont deux profs de lutte ouvrière et de la LCR qui vont faire pression pour que les filles soient exclues. C'est quand même quelque chose. Hein. Je veux dire, c'est... Maintenant, je ne miserai pas non plus sur Villepin pour la lutte contre l'islamophobie. Non, mais non. Bon, après, la FI non plus ne demande pas l'abrogation de la loi de 2004. Non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette espèce de soutien aux femmes qui est complètement dévoyé, de féminisme, ce que j'appelle un féminisme complètement dévoyé. Hein. On parle d'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi on peut aussi parler de l'instrumentalisation de la lutte pour les droits des femmes. Je veux dire, où les musulmans vont faire les frais de cette lutte qui est tout à fait légitime, évidemment, pour les droits des femmes, mais on voit bien à quel point ça peut être complètement dévoyé parfois. Je veux dire, d'ailleurs, quand on voit que les États-Unis se présentent comme étant des grands défenseurs des droits des femmes et des LGBT, je veux dire, tout est possible. Je veux dire, on est dans une situation d'hypocrisie totale, et le PS, de ce point de vue, est vraiment l'expression de cela. Et vraiment l'expression de cette hypocrisie où on instrumentalise des luttes légitimes, mais on les instrumentalise et on les vide de leur contenu et on s'en sert pour taper sur d'autres populations.